Lundi 26 mai 2025. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve pour un nouveau live, assez logiquement, sinon on ne serait pas là. Bien vu ça. La semaine dernière, on a encore eu le droit à un seul et unique live. Ça fait deux fois en 2 semaines qu'on se retrouve avec un live dans la semaine. C'est très peu. Et pour moi, hein, ça me manque. J'aime pas live qu'une seule fois par semaine. Et bah pour vous aussi. À chaque fois, je suis soit limite, soit je me rate au niveau des VOD, assez évidemment. Je sais pas pour combien de lives on part cette semaine. On verra bien. En tout cas, aujourd'hui, on part pour 4 heures. On va faire une partie un peu discussion tranquille sur ce qui s'est passé ces derniers jours. Puis on ira faire un petit tour du côté de l'actualité des mangas de la semaine. Derrière, on lit le Weekly Shonen Jump qui est sorti hier. Derrière, en fonction de l'heure, peut-être un petit test de démo. Et ensuite, on se finit sur Vampire Survivors. Les lives se suivent et se ressemblent un petit peu en ce moment, on va pas se le cacher. J'aime beaucoup Vampire Survivors, mais je ne suis pas spécialement contre le fait qu'on arrive bientôt à un nouveau jeu. Le problème, c'est que dans les jeux qu'on a démarré, j'en ai deux qui sont sur ma PS4 là-bas, et donc le système de live est différent, puisque je live directement depuis la console, et bon, j'ai pas accès à internet pareil que sur mon PC. Donc c'est des lives purement gaming, ce qui est un peu moins dans la DA actuelle. Mais bon, il faudrait quand même terminer Batman Arkham Knight et Celeste. Sinon, on a des milliards de jeux sur mon backlog sur PC, où on prendra le rythme normal. Juste, on a Vampire Survivors qui nous prend du temps parce qu'on n'a pas un bon rythme de gaming et que c'est long, hein, tout simplement. Donc, la dernière fois qu'on s'est chopé, c'était mercredi. Là, j'ai pas raté grand chose depuis. Autant la semaine d'avant, il y avait eu 1 ou 2 jours où je m'étais pas motivé et donc j'ai eu raté des lives. Autant là, j'ai pas eu spécialement le choix où j'ai fait d'autres trucs, quoi. Parce que jeudi et vendredi, il y avait du monde à la maison, donc je pouvais pas trop live, ou pas du tout. Samedi, j'ai passé un bon moment à garder ma nièce. Et le reste du temps à regarder des compétitions d'escalade. Et hier, j'ai gardé ma nièce, on a collé des papiers peints, et j'ai regardé des compétitions d'escalade. Donc ouais, c'était compliqué de trouver le temps de live. Même j'ai pas trouvé le temps pour enregistrer le moindre truc pour le podcast qui est censé sortir dimanche. Donc je suis pas non plus méga en retard, mais je dois un peu bosser pour sortir ça dimanche, quoi. Tout simplement. Voilà. Et en plus de ça, ça m'a fatigué de fou. Les soirs, je tombais à 23 heures et je me suis réveillé à 9 heures et quelques. Donc j'ai fait des grosses nuits de fatigue. Alors je sais pas pourquoi j'étais autant fatigué, mais bon je tombais comme une mouche. Et j'ai pris bien cher. Tout simplement, c'est des choses qui arrivent. Par contre, ouais, niveau escalade, j'ai adoré mon week-end, c'était trop bien. Est-ce que ce serait compatible ça comme ça? Ouais. Il y avait 3 Françaises en demi-finale. 4 Françaises, pardon, il y en a 3 qui ont réussi à aller en finale. C'était des demi-finales plutôt faciles dans l'ensemble, on va dire. Parce que la huitième, donc la dernière qui passe en finale, elle a réussi 3 blocs, dont 2 du premier coup, et une zone. Ce qui est une quantité plutôt conséquente. Si on compare avec les zones, donc là on a 3 blocs et une zone. Chez les hommes, c'était 2 blocs. Ce
Ce qui est quand même moins bien, on va pas se le cacher. Voilà. Et pour les finales, c'est pareil aussi, hein. Chez les hommes, pour le podium, fallait 2 tops et 2 zones. Et chez les femmes, il fallait... Ah non, j'ai rien dit, 2 tops, 2 zones, mais en flash, t'as pas le choix. Ouais. Chez les femmes, c'était plutôt serré, hein. Elles sont 3 à avoir fait exactement la même chose. Les 2 premiers blocs du premier coup et les 2 zones des blocs suivants du premier coup. Du coup, ben, les médailles d'argent et de bronze ont été décidées par les scores de la demi-finale. Et c'est dommage pour Neile qui a fait un essai en plus pour le bloc 3. Sinon, vu qu'elle avait mieux réussi sa demi... Non, attends. Neile, derrière Mao et Annie. Ça aurait rien changé, elle aurait été quatrième aussi. Bon, pas de regret là-dessus. Mais ouais, bravo à elle d'avoir réussi à être la seule à avoir fait le bloc 3. Et du côté des mecs, évidemment, Sorato Anraku qui est trop fort, qui gagne sa 3ème étape sur 3 étapes de bloc. Il est inarrêtable. Alors qu'il partait mal, c'est celui qui avait le moins bien réussi le premier bloc. Tout le monde a chopé la zone au moins, et c'est celui qui a mis le plus d'essais. Mais derrière, il a tout fait très facilement, donc bon bah... Première place bien méritée. Et derrière, c'était un peu plus complexe pour tout le monde, mais c'était cool à voir. Et ouais, j'ai passé pas mal de temps à regarder ça ce week-end. Et en même temps, bah, ça enchaîne pas mal les étapes depuis quelques semaines. Parce que c'est quasiment tous les week-ends entre fin avril et début septembre. Donc la semaine dernière, il y avait du bloc à Curitiba, au Brésil. Là, c'était du bloc à Salt Lake City. Le week-end prochain, c'est de la vitesse, donc je m'en fous. Donc normalement, le week-end prochain, je serai plus libre pour live. Et je pense que ça tombe pas trop mal. Parce qu'en soi, je sais pas ce que je fais demain. J'ai un rendez-vous demain en fin de matinée. Et je vais au sport en fin de journée. Est-ce qu'entre les deux, j'aurai le temps de caler un live et de revenir à la maison vraiment? Je suis pas convaincu, donc demain, je pense pas que ça live. Mercredi, je pense que je suis tout seul à la maison également. Mais j'ai un rendez-vous en début de journée. Donc techniquement, mercredi après-midi, on peut live. Fin de semaine, il y a du monde à la maison, donc ça se libérerait plutôt ce week-end. Donc normalement, peut-être 3 lives cette semaine. Aujourd'hui, mercredi et samedi ou dimanche. Peut-être 4. Le week-end, je peux pas me figurer à l'avance. En tout cas, il n'y aura pas d'escalade. Après, à voir ce que j'aurai besoin de faire en plus. Alors que le week-end prochain, c'est escalade. Encore du bloc. Les pauvres grimpeurs de bloc, ils se font enchaîner. Hein. Il y a eu une étape fin avril. Depuis, il y a eu un mois de pause. Puis bloc, bloc, une semaine de pause. Bloc, bloc, une semaine de pause, bloc. Et fin de la saison. Ils se font enchaîner. J'adore ce sport, c'est trop bien. C'est le seul sport que je regarde, mais je kiffe comme pas possible. Et du coup, quitte à parler de sport, je suis allé faire ma petite séance vendredi, qui était très attendue, parce que celle de mardi était catastrophique, parce que j'étais un peu en maladie, un peu mal. Après, ça s'est annulé une fois rentré à la maison, mais alors dans la salle, j'étais pas bien du tout. Donc j'avais bien hâte de rattraper une bonne séance vendredi. Malheureusement, bah, y avait un copain qui pouvait pas venir et un qui est venu plus tard. Non, qui devait partir plus tôt, pardon, rien à voir. Donc ça a un peu réduit l'effort. Et derrière, il y a 2 nouveaux murs qui ont été ouverts. C'est le chef des ouvreurs qui les a ouverts en disant « Ouais, en ce moment j'en ai marre que les nouveaux viennent et restent pas et qu'on ait que les mêmes habitués tout le temps dans le même style. Ça serait bien que ce soit un peu plus vivant. » Et qui donc a décidé de faire des blocs un peu plus faciles et dans des styles un peu différents de ce qu'on a actuellement dans la salle. Et effectivement, c'était plus facile. Hein. Du niveau 1 à 5, donc sur 6.
J'ai réussi à tout faire du premier coup. Les 2 niveau 1, les 2 niveau 2, et ainsi de suite. Tout jusqu'au niveau 5, j'ai réussi à faire du premier coup. Et bah, sans spécialement de difficulté. Il y a 2-3 passages dans les niveaux 4 et 5 où je me suis un peu questionné sur comment le faire avant de le faire. Mais une fois dedans, c'était plutôt naturellement ouvert et agréable. Donc ça s'est bien dégoupillé. Par contre, sur le niveau 6, les deux, c'était des grosses prises plates à tenir. Et vu que je m'amuse à grimper sans magnésie depuis le début, les grosses prises plates, c'est un peu plus compliqué. Et bah, j'en ai rarement croisé en plus dans mon aventure de grimpe. Donc pour l'instant, je sais pas trop. Donc j'ai regardé comment s'améliorer en ça. Je vais essayer de bosser ça, on va voir. Si je m'en sortirai mieux dans le futur. Mais dans l'idée, il faut prendre le plus plat possible sa main, un peu écarté pour pouvoir avoir le plus de zones de préhension possible. Et mettre le plus de poids sur la main pour essayer de mettre comme ça. Et ouais, c'est des trucs que j'ai pas l'habitude de faire. Moi, je prends plus des petites réglettes nulles, donc c'est en bout de doigt et bien crocheté. Donc ça n'a rien à voir. Et même la gestion de poids et des sensations, c'est différent. Et ça viendra avec le temps et l'exercice. Mais il va falloir parce que les deux niveaux 6 sont basés que sur cette difficulté-là. Que des prises plates. Donc à voir comment on va améliorer ça. Voilà. Demain, j'ai l'entretien pour trouver du boulot. Mercredi aussi. C'est tout ce qu'il y a de prévu cette semaine? Ouais. Tout ce que j'ai noté en tout cas. Voilà. Pour ce qui est actu depuis mercredi et programme pour la suite vite fait. Ah si, là, je viens de le voir là. J'ai reçu un nouveau volume de Making of de Edouard, de la chaîne Rétro Découverte. C'est donc une émission sur YouTube qui présente des jeux vidéo rétro en utilisant des personnages, en faisant des petites fictions autour, en étant très touchant et très dans la nostalgie. Et donc là déjà je suis en manque, hein, ça fait voilà 5 mois hein, que la saison 5 est terminée. J'ai les livres making of des saisons 3 et 4 que j'ai eu parce que j'ai participé au financement participatif de la saison. On attend celui de la saison 5 également. Et les saisons 1 et 2 c'était une autre époque, sur jeuxvideo.com, les épisodes étaient moins poussés. Mais Edouard a quand même fait le tour des meilleurs épisodes pour sortir un making of intéressant. Dessus. Donc voilà, il va rejoindre ses deux camarades qui sont déjà dans l'étagère. Et ils seront rejoints par celui de la saison 5 prochainement. Donc ouais, hein, les origines, ça présente un peu le principe de base, ça présente à quel point ça a pu évoluer petit à petit. Les épisodes marquants qui ont mené à la recette un peu plus signature qu'on a pour les 3 saisons plus récentes. J'adore cette chaîne YouTube. Je suis pas un rétro gamer, hein. Je suis pas un gamer même, tout simplement. Mais alors, qu'est-ce que j'aime cette chaîne YouTube, ses personnages, son écriture. C'est touchant et ça marche bien. Hein. Mais ouais, ça manque. Il y a des vidéos en ce moment qui ressemblent un peu à Rétro Découverte, mais c'est quand même pas Rétro Découverte et ça manque. Mais bref, je crois que c'est tout pour les actus. Donc, on va pouvoir s'intéresser un peu aux actus manga sur Nautiljon. Est-ce que je clique sur manga ou est-ce qu'on prend tout? Écoute, je pense qu'on va tout prendre. On verra bien ce qu'on va avoir. Pouette, 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 pouette. Et là-dedans aussi. Oups. Hop là. Alors, tout d'abord, le planning, on verra après. Tout d'abord, on a un ouvrage consacré à la J-Horror. C'est un nom régulièrement utilisé, ça? La J-Pop, la J-Horror.
La Jumanji, faut arrêter au moins. Euh, Les éditions Inis, que je ne connaissais pas évidemment. C'est écrit par une journaliste, Stéphanie Chaptal. Ah ouais, mais c'est un gros ouvrage de réflexion plutôt dessus du coup. Ok. Je suis pas très touché par l'horreur, mais du coup ça parlait pas mal de yokai et de créatures de ce genre-là. Donc pour avoir un peu de culture japonaise et pourquoi pas comprendre le livre du verso qui sortira un jour pour expliquer les origines de Pokémon de la première génération, ça peut être intéressant d'avoir la culture japonaise dans sa poche. Voilà. Chez le Renard Doré, il y a les aventures de Pompon et compagnie qui arrivent. De Furuyan, que je ne connais pas. Pompon est un chien tout mignon qui s'émerveille de tous les instants de la vie. Lire, manger une glace, jouer avec Pampi, Igloo et Meringue. La vie n'a jamais été aussi joyeuse qu'à ses côtés. Fait de petits riens qui dévoilent leur charme sous la plume de Furuyan, son quotidien a tout pour émerveiller grands et petits. C'est un manga mignon, ça a l'air, c'est un one shot. Ça me parle pas, je vais pas m'y intéresser spécialement. Ah, c'est le premier manga de l'autrice, d'accord. Sympa, si t'aimes bien les petits chiens, si t'aimes bien les trucs mignons et tout. Il y a un nouveau roman coréen qui va paraître chez Decrescenzo, La femme de Gangnam, évidemment, hein. Après que Psy ait fait un titre planétaire, Que devient sa femme? Par Lee Hong, bien sûr. Omina est de ces femmes à qui tout semble sourire. Animatrice d'un talk show, autrice à succès, elle porte ses 40 ans avec une grande grâce travaillée et partage un appartement luxueux à Gangnam avec l'homme qu'elle aime. Mais à mesure que l'on remonte le fil de sa vie, des tragédies inexpliquées frappent ses proches. Peu à peu, les tensions s'accumulent, les certitudes vacillent. Quel est ce fléau qui poursuit Omina, icône de la féminité accomplie dans la Corée d'aujourd'hui? Ok, ça peut être intéressant. Ah ouais, mais c'est un peu biographique du coup. Parce qu'elle aussi, elle a l'air de Gangnam. Ok, le roman a des prix, c'est un peu autobiographique, ça peut être un peu intéressant de voir le quotidien d'une femme coréenne. Ah, un autre roman coréen, Le courrier de la boîte postale 110 de Lee Do-woo, qui paraît en France le mois prochain, donc le 16 juin 2025, à 24 €. Après le succès de L'odeur des clémentines grillées, jamais entendu parler, Lee Do-woo revient avec Le courrier de la boîte postale 110, un roman réconfortant, publicité dans plusieurs pays. Gong Jin-sol, rédactrice radio talentueuse mais désabusée, mène une vie tranquille, sans grande passion ni fol espoir. Elle ne jure que par une philosophie, ne jamais s'attacher. Et se contente de sa routine et de sa certitude, écoutant d'une oreille distraite les histoires d'amour de son ami journaliste, sans vraiment y croire. Mais lorsque Lee Geon, un producteur fraîchement arrivé dans son service, débarque dans sa vie, son quotidien s'en trouve bouleversé. Ce duo inattendu, réuni par les aléas du travail, se voit soudain confronté à ses propres défenses et à des émotions longtemps refoulées. Geon invite alors Jin-sol à sortir de son cocon et à se laisser surprendre par ce que la vie peut offrir de plus inattendu. Un roman lumineux où l'amour et la tendresse se feraient un chemin parmi les doutes. Sauront-ils, l'un et l'autre, s'offrir une seconde chance de dépasser leur peur et d'ouvrir enfin leur cœur? Ok, c'est Mimi comme synopsis. Elle a fait un film, When the Weather is Fine, en tant qu'autrice, soit d'accord. Et elle a fait... Ah ouais, mais c'est beaucoup plus vieux. C'est que comme le dernier roman a bien marché, on est remonté en arrière pour essayer de sauver son premier roman. Ok. Et bien, à voir. Le top des volumes, on s'en balance. Euh... Alors oui. Quel rapport avec les mangas?
Bon, peut-être au moins ça peut être intéressant comme prévention. À son domicile, des milliers de photos et de vidéos montrant l'homme en train d'agresser sexuellement une cinquantaine de femmes dans son taxi ou à son domicile ont été retrouvées par les enquêteurs. Il a été interpellé pour un viol présumé, mais il pourrait avoir fait plusieurs dizaines d'autres victimes. Un ancien chauffeur de taxi soupçonné d'avoir violé une passagère et l'avoir filmé à son insu a été arrêté ce mercredi à Tokyo, au Japon. Mais les premières investigations font état d'une cinquantaine d'autres victimes potentielles. En 2024, ce conducteur de 54 ans aurait administré des somnifères à une passagère d'une vingtaine d'années, provoquant une perte de conscience, a déclaré à l'AFP un porte-parole de la police de Tokyo. Il l'aurait ensuite conduite jusqu'à son domicile à son insu avant de se livrer à de violences sexuelles et de filmer la scène. Et ce malade, il a 3000 vidéos et images le montrant en train d'agresser des femmes. Depuis 2008. Et sa défense, c'est qu'il se souvient pas des faits. Ah ouais. Il avait déjà été arrêté et relâché 2 fois pour drogue et vol et drogue et viol. Eh ben, faites attention. Faites attention pendant le taxi au Japon, hein, parce que là, c'est vraiment une catastrophe, non? Chez Akata, il y a la belle et la racaille. Le changement de sujet est conséquent, qui sort bientôt. Et là, on a une offre jusqu'au 13 juin. Si on précommande le volume 1, il y a un ex-libris avec une de ces 2 images, un marque-page recto verso et un sticker. C'est des petits bonus qu'il est intéressant de ne pas faire payer et qui récompensent juste la précommande. Parce que je connais des tomes avec des éditions limitées qui auraient pu faire payer ça, genre 10 € pour avoir ces bonus-là. Donc, Akata, bien joué déjà. Atsuko n'a pas une bonne réputation au lycée avec son caractère bien trempé et son look de voyou, elle fait peur à la plupart de ses camarades. Il paraît même qu'elle a déjà terrassé 1 million d'adversaires. C'est conséquent au lycée. Pourtant, Kanzaki, la nouvelle élève de la classe, n'arrête pas de lui tourner autour. Quelles sont ses intentions? Ok. Et c'est depuis 2023 que le manga est censé arriver en France. Ça a traîné comme pas possible. Et c'est le seul manga de l'autrice pour l'instant. Ok. Ok. Le top, on s'en fout. Ouais, ça, j'avais vu passer, évidemment. Eric Legrand qui nous a quittés. Comédien de doublage bien connu, hein, on va pas se le cacher. Notamment connu pour Seiya dans Senseiya et pour Vegeta dans Dragon Ball Z. C'est triste. Il a fait quoi d'autre, tiens? Et Eric Legrand, on peut le voir si je fais ça? Mais ouais, c'est un sacré comédien de doublage et c'est un peu tristoun, on va pas se le cacher. Un peu, simplement. Il a fait Ayora dans Planet Senseiya, Alios no Fenrir dans Senseiya, André Grandier dans Versailles no Bara, Anguilla dans DBZ, Asmita dans Senseiya, Ben Esnash dans Senseiya, Bojack dans Dragon Ball, C13, C17, Crystal Saint, Dende, bon c'est beaucoup de Dragon Ball et de Dr. Willow, Gary Jr., Ashibatoma, Ibiki Ryoga, Io, Kaza, Canon, Megrez no Alberich, Mr. Popo, Mu, Mizard no Sid, Nikki, Pumbukin, Souther, Seiya, Siren no Sorrento, le présentateur de Tonkatchi Budokai, Tenshin Han, Tsuru Senin, Vegeta, Vegeta O et Yamcha. Et B. Il en a fait du boulot.
Quel comédien de fou. Évidemment, qu'il repose en paix, hein. Et nous, on fera 100 pour les prochains animés. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Quand dansent les oiseaux de Kyoko Murata, qui paraîtra à la rentrée en France. 2 septembre à 22 €. Ce livre nous emmène loin, très loin, sur un chapelet d'îles au large du Japon. Depuis toujours, les hommes y sont pêcheurs et les femmes plongeuses, et la vie y est si rude qu'elles se sont peu à peu dépeuplées. Sur un tout petit îlot perdu entre l'immensité du ciel et la mer frémissante de lumière, ne reste plus que 2 amis, Io-san, 92 ans, et Someko-san, 88 ans. Le matin, elles montent sur la falaise, essayer de faire pousser quelques légumes dans une terre balayée par les embruns. L'après-midi, elles descendent pêcher sur la jetée, et ensemble, elles dansent un rite ancestral où se libère leur âme d'oiseau. Un jour arrive la fille d'Io-san, bien décidée à convaincre sa mère de repartir avec elle, mais la magie de l'île et les conversations avec les esprits de la nature et des eaux vont en décider autrement. Il y a tant de dénuement et de beauté, tant de force et de fierté dans la vie libre que mènent ces 2 très vieilles amies. Leur volonté de vivre a été forgée par des années de tempêtes, de naufrages, de plongées en apnée dans les profondeurs. Et elles ont noué des liens très puissants avec les vagues, les nuages, les poissons, les oiseaux de mer et aussi les morts. Leur histoire rude, sauvage et pleine de rêves est un enchantement. Ah oui! En vrai, c'est mignon comme synopsis. Et ça marche bien sur le Japon, les zones reculées, enfermées, toutes seules. C'est son seul roman. Ah non, c'est un film, ça, je suis complètement con. Elle a fait pas mal de romans en fait. J'ai rien dit. Elle est née au nord de Kyushu et elle vit dans la province de Fukuoka. Est-ce que c'est lié à une île perdue où il n'y a pas beaucoup de monde? Je suis pas convaincu, mais écoute. C'est quoi le dénuement? État d'une personne qui est dénuée du nécessaire. Ok. C'est pas beaucoup plus clair comme ça, mais... Le manga français Diamond Little Boy chez Vega depuis le mois prochain, donc le 20 juin à 12,50 €. Victor Dermo raconte son adolescence d'une cité de Caen. Je connais pas Victor Dermo. Ses espoirs, ses coups durs, c'est tout l'engrenage du trafic de stupéfiants. Alors qu'il rêvait de devenir mangaka, Victor gravit en quelques années seulement les étapes de la petite et de la grande délinquance à toute allure. Biographique à Caen, ok. Ça change de la seule image de Caen que j'ai par Orelsan. Ok, bon. Comme ça me parle pas trop. Les sujets de délinquance et de drogue, c'est pas mon plus grand délire. Mais bon. Pouip. Ah ouais, bah c'est Gastronogeek. Ouais. Nouveau roman de Gastronogeek pour apprendre à cuisiner comme Soma sur la cuisine dans Food Wars. Et si toutes les recettes cuisinées par les génies culinaires de l'école Totsuki avaient été consignées rigoureusement dans un manuel tenu secret? Et si chaque plat, chaque technique, chaque association de saveurs, chaque ingrédient, chaque dressage était à votre portée? Quel goût ont les onigiri de Megumi? Le rôti inimitable de Soma? Les œufs bénédicts d'Erina? Comment reproduire le ramen végétarien de Joichiro Yukihira? Découvrez plus de 40 recettes inspirées de l'univers de Food Wars dans ce livre de cuisine. 21 mai, 30 €. Il en a fait des livres gastronomiques, il faut l'arrêter ce monsieur. Ça fait beaucoup là. Wep. Wep. Tiens, j'avais pas vu ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors évidemment, niveau politique, je sais qu'il y a des gros soucis, ils sont obligés de s'excuser platement en s'allongeant par terre, sinon ils se font dégager. À la moindre erreur, c'est bye bye. Ce qui est bien différent de ce qu'on a en France niveau politique, hein. Il y a la même chose par exemple avec leur esprit autour des trains. À la moindre seconde de retard, c'est le problème national, alors que nous, bon on s'y fait quoi. Et donc là, il y a le ministre de l'Agriculture qui
soumet sa démission parce qu'il a dit quoi? Alors. Ok, le prix est doublé en ce moment. Et cet idiot lui a dit moi, j'en achète pas de riz en fait parce que j'en reçois gratuitement. Du coup, bah forcément, c'est mal passé et hop, il s'est fait dégager. Ça, c'est pas une phrase suffisante pour dégager quelqu'un en France, hein, je pense pas. Étant donné que par exemple, quand on est censé aller en prison, on passe 3 mois avec un bracelet et c'est bon, on est libre donc bon. Black Paradox de Junji Ito va avoir le droit à une édition prestige à partir du 2 juillet. Les tomes sont à 20 €, il y aurait 240 pages par tome, c'est un format large similaire aux autres titres de la collection dédiés à l'auteur. Je connais pas spécialement Black Paradox, mais Junji Ito de nom, ouais. Et donc bah tant mieux s'il y a une nouvelle édition un peu plus jolie et pertinente. Et surtout juste s'il y a une nouvelle édition tout court, parce que là ça semblait compliqué à récupérer. Ah ouais, il est présent. Il est présent. Black Paradox là, 2009. « 7,85 sur 10, 26 membres. C'est ok. Ensuite, le magazine Manga Isho, j'ai comment oublié ce que c'est. Un magazine de prépublication de manga qui s'intéresse à la création européenne. Ok. Donc il y a la mariée sirène, Cold, Not Regular Day, 15 histoires et tout. Et il y a le deuxième magazine à 7 balles qui sort bientôt, le 27 juin. Ok. Ok. Manga Isho numéro 1. Avec pas mal de mangas européens mis en avant, c'est sympa comme idée. Sorti quand? En mars. Mars, juin, et donc c'est à septembre, ouais. Un trimestriel qui présente pas mal de mangas européens différents, c'est cool comme initiative. J'avais pas la ref, mais c'est sympa. Saison 4 de ReZero prévue pour courant 2026 avec juste ce visuel là. J'ai pas grand chose de ReZero, à part quelques parodies sur YouTube et la collab qu'il y a eu à l'époque dans Seven Deadly Sins Grand Cross. Donc c'est pas spécialement une saga qui me tient à cœur et que je connais bien, mais écoute, ça existe. L'anime Zutaboro Raiju wa Ane no Moto Konyakucha ni Dekaiya Soreru, qui a une vidéo promotionnelle parce que l'anime sort le 4 juillet 2025. Il y a ce visuel là. Ok, ça me parle pas, les animés je m'en fous un peu, mais s'il y en a que ça intéresse de voir un truc un peu château, c'est cool. C'est vraiment pas une époque et des domaines qui m'intéressent, le château. Une édition collector pour le tome 14 de l'Atelier des Sorciers, avec une peluche articulée de verre pinceau. Tu peux jouer avec, ok, c'est rigolo. Et une jaquette réversible. La peluche est sympa. Un peu tard peut-être pour le faire, parce que ça n'a pas eu dans le tome 1 apparemment, mais l'idée est sympa. C'est original comme collector. Great Keiju Gaia Taima de Kent, qui arrive chez Kiyun bientôt, qui a eu le droit à une bande-annonce. Tome 1 pour le 5 juin, un prix de 0 €. C'est peut-être plus 10 €, non? Parce que 0 € ça me paraît assez peu. Fais voir ce qu'il y a vos images. On va passer dans le milieu son avec. Ah, bah en tout cas, il n'y a pas le son là. En sortie de la mer, sous les yeux de la petite Miyako. 10 ans plus tard, alors que la région s'est relevée, un nouvel être gigantesque fait son apparition.
Miyako imagine déjà le pire, quand elle se met à cracher une bille, d'où émerge Gae-Atima. Et cette fois, c'est lui qui abat la créature. Va-t-il à présent protéger Miyako et sa ville? Découvrez Great Kaiju Gae-Atima, un manga hors norme des éditions Kiun. Ok. Eh ben ouais. J'ai bien aimé hein, le Godzilla qui est sorti très rapidement au cinéma là en début d'année dernière. Shin Godzilla? Non, c'est pas lui. Non. Godzilla. Minus One, bien sûr. Mais c'est à peu près tout ce que j'ai sur les kaiju. Alors, c'est pas non plus un domaine qui m'intéresse plus que ça, comme ça. À voir. En tout cas, les covers sont pas dégueux, de ce que je vois là, vite fait. On va les voir en plus grand, ce sera plus parlant, mais... La première est très mimi, avec le niveau d'échelle comme ça, les petites peluches là. La deuxième est plus chargée, hein, tu vois, plus de gros principal et les gros monstres derrière, c'est un peu trop peut-être. Ok, il y a toujours cette idée là. La vie normale, devant tranquille et les gros monstres qui se battent derrière. Ça marche mieux, j'aime beaucoup plus celle-là que la deuxième. Ah, et finalement, quand on voit que c'est régulier, ça change de forme. Et elle est plutôt naze, cette cover. Hein. Le petit bébé Godzilla là, il est mimi. Ouais, sympa celle-là. Y a pas mal d'infos qui sont tombées sur l'animé. Yusha party wo Tsuiyu Sarete Shiro Madoshi S-Rank Bukensha Ni Hiro Wareru Kono Shiro Madoshi Ga Kikakugai Sugiru, pardon. Un peu long comme titre, je dirais. Heureusement qu'en anglais c'est mieux. Hein. White Magician exiled from the Hero Party, picked up by S-Rank Adventurer. En juillet 2025, ouais, bon, c'est un truc classique Medieval Fantasy avec de la magie et tout ça, c'est pas. C'est pas remarquable. Nouvelle extension du Pokémon Pocket qui arrive le 29 mai, donc jeudi. Qui mettra encore du soleil et lune, mais centré un peu plus sur les ultra chimères. Ce qui risque de donner des cartes plutôt puissantes. Cool. Akata offre les premières pages du manga My Sweet Boy, qui est prévu pour le 28 mai, donc mercredi, au prix de 7,10 €. Donc si ça vous intéresse, c'est disponible ici. Une édition collector pour le lancement de Ruri Dragon, qui arrive enfin en France. Alors qu'il y a une trentaine de chapitres au Japon, mais le rythme est tellement compliqué au Japon. C'est exclusif au digital du Weekly Shonen Jump et c'est vraiment pas régulier. Donc bah, c'était compliqué à faire venir en France. Tous les chapitres sont disponibles depuis hier en français sur Manga Plus. J'ai commencé à lire hier. 12 chapitres je crois, c'est plutôt mignon. On n'a pas appris grand chose sur les dragons et sur l'histoire du personnage, mais pour l'instant elle a ses attributs qui arrivent petit à petit, les cornes, le feu, la foudre. Elle apprend à faire avec, à vivre une vie normale avec et à se faire des amis. Et donc ici pour la collector, c'est chez Glénat. Et ils ont mis Glénat en bleu en bas. Oh, ça change leur gros Glénat vert ici. Jaquette alternative, page couleur exclusive de la publication japonaise, un semainier des post-it dans un adorable carnet, une illustration exclusive de l'auteur. Ok. Et par contre, c'est cool que ce soit au même prix que le tome normal. Pika qui offre les premières pages de Keijin Fugeki Kindle Spirits, qui sort le 4 juin au prix de 7,70 €. Ici, si ça vous intéresse. Le tome 14 de Free Run, je connais encore une fois les parodies sur YouTube et pas spécialement l'animé, je sais de quoi ça parle, mais voilà, je vais pas pousser plus loin. On a quoi dedans? Le volume 14 avec une jaquette réversible assez évidemment,
Et une nouvelle Spackle for Kriren. Sparkle, pas Spackle. Ok. 12,95€ pour la nouvelle offerte avec. Ok, pourquoi pas. Enfin, du coup, elle n'est pas offerte, mais... une édition collector pour le volume 6 de Fun Territory Defense by the Optimistic Lord. Je connais pas la série. Encore un nom à rallonge de con. C'est chez Meian. Étonnant que je connaisse pas du coup. 12,95€ pour un coffret où il y a le volume, 13 cartes postales, un marque-page et un poster. Un peu les bonus classiques de chez Meian. Hein. Il y a pas mal ça avec leurs abonnements. Donc Karakuri Circus, Kengan et Kingdom, notamment dans ceux que je possède. Pas mal de mangas qui s'arrêtent chez Delcourt Tonkam. Mais bon, voilà, dedans j'en connais aucune, donc ça va le faire. Hein. Puzzle, je ne suis pas mort, j'aime les sushis, journaliste, Parapal, les fils de la terre, To Love Trouble, To Love Darkness, To Love Perfect Official Databook, Lily la menteuse et l'affaire Sugaya. Là-dedans, je connaissais pas, donc... Apparemment, les gens ont peur pour le pacte des yokai qui s'arrêterait chez Delcourt Tonkam parce qu'ils ont de rythme de parution pas terrible. Heureusement qu'ils ont Jojo, quoi, parce que le reste, ils ont l'air d'être compliqués là-dessus. Et une deuxième vidéo promo pour la saison 2 de Dan Dadan, qui est prévue pour le 3 juillet 25. Déjà? La saison 1 était récente de fou, non? 3 juillet, ouais. Et la saison 1, c'était... en octobre. Ouais, bah ouais, c'est rapide. Ça s'est fini fin mi-décembre. Hein. Ça vient 7 mois après, c'est étonnant. Ok. Et pour les sorties de la semaine, on est le 26, donc on va descendre un petit peu. Qu'est-ce qu'on a cette semaine? Moi, je crois que j'ai plus rien. Normalement, j'ai terminé toutes mes sorties de la semaine, mais bon, on va voir ce qu'il y a. J'ai terminé mes sorties du mois. Black Magic spécial, Abyss Squelette, Beyblade X, déjà volume 3. Le Cèdre et la Neige, le Graisseur de l'Ombre, Le Secret d'Aiko, Là où les étoiles filantes tombent, My Sweet Boy, Nikoku du port de pêche, Riggle Afterlife, Satoko et Nada, The Legendary Moonlight Sculptor, Yumeochi Dreaming of Falling for You, Anna et le Prince d'Albion, Classroom of the Elite, Darwin, Earth, Apprenti du Roi Démon, Given, Interspecies Reviewers, Isekai Samurai, L'Auberge des Saisons Perdues, Le Serpent et l'Oiseau, Lullaby of the Down, Ménage à 2, Naruto, Neko Gozesha Errant, Neo 4, No Game No Life saison 2, Eastern Association, Out. Ah, c'est par 4 les volumes de Out. Le rythme de parution doit être étonnant. J'ai l'impression que ça commence il y a 1000 ans, c'est que les volumes 13 à 16. Smoking Behind the Supermarket with You, Tatoueur irrésistible, Vie d'ensemble, Au-delà des morts. Beyblade X qui est dessiné par Demizu Pezuka, Demizu Pozuka, la dessinatrice de Promised Neverland. Bien évidemment. Et ouais, c'est du Beyblade, c'est 5 volumes, je sais pas trop ce que ça vaut en manga Beyblade, mais... les covers sont... je sais pas. Le chara-design, il est terrifiant, globalement. Parce que Pozuka, c'est pas non plus la meilleure dessinatrice. C'est propre, les décors sont plutôt beaux, mais les persos... on fait avec, quoi. Même au bout de 20 tomes à dessiner les mêmes persos dans Promised Neverland, c'était pas exceptionnel. Hein. Mais oui, on reconnaît bien son chara-design, globalement. C'est drôle de voir ça dans un monde de Beyblade. Quand tu vois un manga Beyblade, je suis pas convaincu. Je pense que le dynamisme c'est bien pour Beyblade, et du coup en lecture, c'est pas ce qu'on a de mieux. Donc c'est bientôt la fin de cette édition, ça veut dire 36 tomes. C'est l'avant-dernier volume de l'édition Okage. Hein. Et ben bientôt la fin de cette série. Et ce long arc de la grande guerre des shinobi.
Et pour Out, j'ai l'impression que ça commençait à Milan, mais peut-être que je me trompe. Hein. Juillet 2024. Ah non, c'est juste moi qui vais passer les infos peut-être un peu tôt ou quoi. Juillet, décembre, et là, à nouveau juin, enfin mai, ouais. Ça se tient. Et donc... Ah non, mais il y a une autre vague depuis, ouais, ok. Ça va. C'est la 4ème vague depuis juillet, c'est plutôt raisonnable comme rythme. J'ai rien dit. Ok. 50 minutes. On a le temps pour un petit One Piece Duel en vrai avant de passer sur le Weekly Shonen Jump. On va essayer. Alors, on va partir sur Ace au hasard. Hop. On cherche un mec qui a au moins un type de haki. Pas de logia, pas d'équipage de barre blanche, moins recherché que 550 millions. Plus grand que 1m85. Pas de South Blue et qui arrive après Drum Island. Ouais. Nous voilà bien avancés. Ça peut être un mec de la marine qui apparaît plus tard. Peut-être à Kainu, j'en sais rien. Pas de la marine, pas un Logia non plus. Il a 2 acquis. Donc observation et renforcement. Comment ça, il a une prime de 5 millions? Milliards? À Kainu. Et après Agnès Lobby. Donc c'est les limites quelqu'un du Nouveau Monde. Non mais non, Jinbei il a pas de haki. Peut-être Lao. Non, il apparaît avant. Agnès Lobby. Ça peut être Katakuri. Non, il est recherché de fou. Mais ça va nous avancer de faire ça. Pas Egmont, pas Paramecia. Moins de Fruits et Démons. Pas de Grand Line. Mais après Wall Cake Island. Donc un personnage qui est apparu à Wano ou à Egghead. Ce qui limite fortement les traces. À Wano, ça peut être genre King. Il est recherché de fou, ça marche pas. Et il est pas dedans. À Wano, ça peut être... Qui est-ce qui a apparu à Wano? Ah, peut-être un samouraï. Denjiro? Ah, tout est bon, il est juste moins grand. C'est Ashura Doji, l'autre que j'ai en tête. Il est grand aussi, je crois, donc c'est pas lui. Il est pas dans la famille merde, la famille, évidemment. Idiot. Un mec de la famille Kozuki qui apparaît à cet endroit-là. Bon, marqué Kozuki. Ah, ça peut être Oden, évidemment. Comment j'ai pu ne pas penser à Oden? Il a trop de haki, c'est pas lui. Kozuki Iori. Féminin. Idio, c'est bon. Kozuki Momonosuke. Kozuki Yamato. Chapitre 920, épisode 910, et aucun fruit et démon. Alors, le nom des différents membres de ce truc... Kawamatsu. Yay! Oh, c'était pas évident. Fallait se retrouver le nom des fourreaux rouges. Alors c'est quand même des sacrés personnages de merde, mais c'est trouvé. Yes! Le Bari Nomi, bah c'est Roméo ça. Comment il s'appelle? Bartholoméo. Oh le con. Je l'ai appelé Roméo comme si j'étais cet idiot de Luffy. Oui, bah oui. Je parle pas japonais, mais bon, Bari, ça va, à part si c'est un éléphant. Allez. Le Wanted, il s'agit de Jesus Burgess. Avec un U. C'est assez facile, notamment parce que je fais pas en mode noir et blanc. Je vais remettre en noir et blanc pour... Ouais, c'est un peu plus dur. Et pour le rire, je dois rire. Oh, le rire de Golemon. C'est pas un nom de mec gentil. Alors, c'est pas un rire de mec gentil, mais Akainu il rigole pas. C'est le rire de Burgess. Allez, je le mets aussi là. Le rire de Katakuri, non. Le rire de Kawamasu, pour moi c'est un rire de méchant quoi qu'il arrive, mais... Peut-être pas, hein. Déjà, en plus je mets même pas des méchants dans ma liste. Indice d'origine, vas-y, Grand Line. Super! Nous voilà bien avancés.
C'est pas comme si tous les personnages venaient de Grand Line. Hein. J'ai pas d'idée. Non, bon, non. Il y en a là-dedans, ça correspond pas du tout quand même. Ça peut être Arlong. Il vient pas du tout de la bonne région. Foxy. Caribou. Eux, ils correspondent pas. Qui les rigole pas. Allez, mais donnez-moi la défiliation. Équipage de chevaux de paille. Il y en a un qui rigole comme ça. Hein? Jinbei rigole comme ça. Là. Ah ouais. Oh, il rigole comme un gros débile méchant. Hein. Oui, c'était GGS, ouais. Ouais. Tellement simple à trouver le rire des personnages. En lisant que le manga. Et sinon, Naruto, Dota, Smash, Pokémon et LOL, donc ça ne bouge pas. On peut se faire Naruto aussi, 55, on a le temps. Mais Naruto, c'est plus dur parce que je connais moins. Je suis moins au fait de tous les personnages secondaires sur lesquels on peut tomber. Essayons avec Might Guy. On cherche une femme. Déjà, ça nous réduit bien nos personnages à trouver. Parce qu'il y a très peu de personnages féminins dans Naruto. Et encore moins de personnages féminins intéressants et bien écrits. Pas Konoha, enfin pas que Konoha. Un des deux là, pas de Gekai Genkai, je sais pas ce que c'est. Type de nature, c'est pas ça, attribut aucun. Et après l'examen Chunin. Une femme qui apparaît après, ça peut être Tsunade. Ouais, c'est le problème de Konoha. Elle fait que du taijutsu ou que du ninjutsu. Et c'est après la recherche de Tsunade. Comment s'appelle la vieille là? Ça fait longtemps que j'ai pas lu. Ça fait longtemps que j'ai pas lu. Oh, regardez dans la liste, il y a tellement peu de femmes. Ça peut être Rin. Non. Moi, c'est pas elle que je veux mettre. Mais il faut juste que je retrouve son nom. Après, ça correspond pas à la moitié que je cherche. Alors, j'ai cru qu'on était bon. Féminin, Konoha Uzushiyo, je sais pas ce que c'est. Ninjutsu Wei, pas de Gekai, c'est une Jinchuriki. Alors, le nom des personnages qui portent des démons à queue, j'en ai aucune idée. Mais je vais peut-être reconnaître la gueule du seul personnage féminin qui en porte un. Rin, elle en porte un, je crois. Non, ça correspond pas, évidemment. Peut-être que je raconte de la merde. Là-dedans, il n'y a pas de porteuse de démons. Elle, bien sûr. Oh. Alors oui, c'est une porteuse de démons, tout à fait, mais c'était pas elle qu'on cherchait. Mais c'est qui? C'est qui? Mito Uzumaki, c'est qui? F11. Tac tac, Mito Uzumaki, bien sûr. Une Kunoichi, originaire du village caché des remous. Dans le pays des tourbillons, elle fut l'épouse du premier Hokage, la première Jinchuriki qui oublie le démon renard à 9 queues. Et on la voit à un moment ou... Chapitre 500, chapitre 545. Elle apparaît plusieurs fois, ok. Ibi. Qui la connaît? Alors on va faire sans les couleurs pour l'instant. C'est illisible sur les couleurs. J'ai l'impression que la grosse forme blanche automatique c'est Kaguya là, mais je suis même pas sûr. Mais bon, je sais pas qui est-ce qui pourrait attaquer. Ouais, non. Qui est-ce qui fait une grosse forme comme ça? Est-ce que c'est un Susanoo? Non, on dirait presque une grosse truc de sable qui tombe. À moins que ce soit Jubi. Mais dans ce cas, mais Jubi c'est qui contrôle Jubi? C'est Obito? Bah non. C'est Madara. J'ai reconnu Jubi effectivement, mais alors à quel moment on voit que c'est Madara qui fait cette attaque? Ok. Eh bien c'est pas facile ça. Hein. Petite citation. Alors je briserai cette malédiction, si la paix existe, je la trouverai, je l'abandonnerai pas. C'est Naruto qui parle de la paix comme ça? Ouais. Il dit ça à Nagato? Yes. Ça j'avais. Très grand moment du manga. Très grand. Et pour l'œil...
Ça ressemble à du Ino, mais je suis pas... Yes. J'adore Naruto. Tin, 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 tin. Hop, musique de Naruto. Ok. Et ben voilà. YouTube, on se retrouve demain pour le Jump. Bisous.